Merci, Monsieur le Ministre. Merci Gilles et merci Fatoumata et toute l'équipe du séminaire pour l'invitation. Euh, merci Ousmane Sy pour l'invitation parce que c'est une chance de pouvoir bénéficier du regard expérimenté du haut fonctionnaire, de l'ex-ministre et de ce regard à la fois historique et réflexif sur l'État. Et je suis ravi d'avoir cet échange aussi avec Boubacar Sangaré, avec qui on échange souvent et dont je suis impatient d'entendre la communication et dont je doute pas que nos deux présentations seront très complémentaires. J'exprimerai simplement le regret de ne pas être avec vous et de ne pas être passé à Bamako depuis trop longtemps. Euh, la communication que je vais vous présenter est intitulée Le Bureau du vérificateur général au Mali, une administration malienne hors de l'État. Et on pourrait partir pour s'interroger sur cette institution hein, qui, quelque part, pose un certain nombre des défis dont parlait Gilles dans son introduction. À la fois un des espaces où se voit peut-être le mieux la demande d'État des Maliens et en même temps une de ces institutions qui peut-être plus que tout autre est emblématique des capacités à produire de l'institution dans ce pays, des difficultés qui se posent autour. Et on pourrait partir des événements les plus récents hein, avec le rapport du BVG sur... vous m'entendez bien? Oui. Le rapport du BVG sur l'électricité du Mali, le rapport de 2023 et les conséquences qu'ils ont eues depuis, hein, qui soulignait des irrégularités d'ampleur encore inédite, et il fallait le faire puisque les irrégularités passées dans les exercices des années 2010 étaient déjà impressionnantes, avec toute une série de controverses sur les entreprises fournissant l'électricité, la centrale Albatros à Caille, le fournisseur de groupe électrogène Somadine, et un rapport qui typiquement tombait à un moment où les coupures d'électricité étaient de plus en plus longues, des quartiers entiers de Bamako coupés 5, 6, 10 heures, des promesses du président de la transition de régler le problème et de nombreux contentieux autour de la question, y compris avec des acteurs extérieurs comme les fournisseurs d'électricité ivoiriens et burkinabés. Et quelque part, cette dénonciation dont les Maliens débattent des enjeux, elle montre le maintien d'une institution de régulation euh, après les coups d'État, après le départ des bailleurs c'est un peu ce que j'aimerais vous raconter, ont eu un rôle central dans la formation et dans la structuration. Et l'argument que j'aimerais faire ici, c'est qu'elle est peut-être caractéristique, emblématique des formes de gouvernement transnational caractérisé la Troisième République malienne et d'ailleurs la fin du régime de Traoré, ça a commencé dans les années 80, jusqu'aux deux coups d'État de 2020 et de 2021. On a à la fois une institution qui incarne l'idée de l'État comme dépositaire de l'intérêt public, du bien commun, ce qui impliquerait la lutte contre des formes de corruption et d'inefficacité posées au centre des préoccupations. Et je me rappelle de cette citation d'un juge malien qui, quelque part, disait beaucoup de ce que pense pas simplement une partie du corps des magistrats, mais plus généralement de la fonction publique d'État. On était avec Gilles et dans Soro et il nous disait la petite corruption nuit au développement du pays, mais celle qui fait des ravages, c'est la grande corruption. C'est devenu un sport, on se vante d'avoir la meilleure voiture, la meilleure maison, la meilleure femme. Et cette citation, elle reprend une idée qui est très répandue hein, chez les Maliens, mais aussi chez les acteurs, chez les bailleurs de fonds internationaux à cette époque. Hein. C'est une citation qui date de 2020, donc qui est juste au moment du coup d'État, avant le retrait, tout juste. Hein, l'idée d'un État, d'institutions qui sont rongées par les malversations, avec cette distinction un peu originale hein, d'une petite corruption quotidienne généralisée, mais qui est en même temps assez habituelle en sciences sociales, et des détournements d'ampleur qui impliquent les grandes institutions de l'État, parce que la référence implicite ici, c'est les douanes, les impôts, y compris de la part d'un juge, la justice. Euh, euh, et cette idée qui est revenue dans énormément d'entretiens avec des acteurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'État, c'était cette idée d'un État qui dispose de ressources limitées qui sont en plus gaspillées et régulièrement détournées avec une logique de captation de ressources considérable dont les exemples abondent. Hein, des déclarations sur les tonnes d'or officiellement extraites tous les ans qui sont
très très largement minorée, dont la production sera au moins du double, des véhicules importés sans taxe avec des complicités au sein du ministère des Transports, notamment pour l'obtention des plaques d'immatriculation des cartes grises, ou des hydrocarbures importés chaque année sans être déclarés dans les douanes. Probablement la majorité, voire les deux tiers, selon, selon ce que disent certaines personnes. Des pertes qui sont loin d'être anecdotiques, puisque le BVG lui-même, le Bureau du vérificateur général, estimait qu'entre 2005 et 2013, c'était près de 2 milliards d'euros, 7% du budget annuel qui avait disparu dans ce type de malversation. Alors, sachant que lui-même admettait, les agents du BVG, que cette estimation était très, très considérablement sous-estimée. Et en réaction, ou plus exactement dans la suite, et parfois même à l'initiative de cette mise en problème de l'État malien comme un État qui est grévé par l'inefficacité et la corruption, hein, de nombreuses institutions internationales, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les différents bailleurs, bilatéraux ou multilatéraux, ont cherché à lutter contre la corruption depuis les années 80. Hein, ça a été l'une des questions centrales euh, de l'aide au développement au Mali. Ça a été un des thèmes, et on en reparlera parce que c'est quelque chose qui n'a rien de malien, qui était au centre de l'agenda derrière la formation du BVG, derrière la place qui lui a été donnée dans l'architecture institutionnelle malienne. Et quelque part, il reste une énigme que pose le BVG comme institution, qui est d'expliquer la multiplication d'instances de régulation, car le BVG n'est pas la seule, d'actions de la part de bailleurs jusqu'en 2020-2021, en concertation avec les représentants de l'État malien pendant ces 3 4 décennies, qui, plus qu'elle n'a contrarié, a accompagné la montée globale de ces malversations et de la mauvaise gestion. Je voudrais faire l'argument ici, hein, quelque part, que résumait la formule provocatrice de mon titre, évidemment excessive en parlant d'une institution publique en dehors de l'État, mais qui vise à insister sur le fait que la formation du BVG est, et c'est ça que je vais vous essayer de vous défendre aujourd'hui, symptomatique d'une forme de rationalisation ponctuelle, pour utiliser le jargon des bailleurs ou des PTF comme ils s'autodésignent, une amélioration des capacités, un renforcement des capacités indéniables, mais qui a comme effet paradoxal de réduire la cohésion des institutions étatiques, la cohésion de l'administration, de contribuer à sa désorganisation et de qu'au travers que ces différentes actions internationales prétendaient combattre. Je vous le présenterai en 3 moments en reprenant l'histoire de la formation et de la structuration du BVG pour montrer comment elle est bien une rationalisation induite par l'aide, par les bailleurs, par le haut. Puis j'essaierai d'examiner comment elle constitue un îlot d'efficacité, une enclave bureaucratique, qui, bien qu'elle réponde à des demandes sociales et à des attentes nombreuses, ne produit pas les effets escomptés sur l'administration durant toute cette période. Et enfin, dans un dernier temps, j'examinerai comment elle contribue à des formes de polarisation et de fragmentation dans l'administration, bien plus larges d'ailleurs que les rapports directs du BVG avec les administrations qui sont vérifiées. Alors en effet, le BVG résulte d'une transnationalisation accrue de l'administration au Mali, hein, qui commence avec les plans d'ajustement structurel des années 80 et qui s'accroît massivement avec la proclamation de la Troisième République. Hein, les bailleurs, les agences de coopération, les organisations internationales deviennent des acteurs tellement centraux à partir de cette époque qu'ils construisent des cellules, des sortes de départements à l'intérieur des ministères et des administrations, qu'ils emploient et payent eux-mêmes des agents à l'intérieur de l'État, dans des institutions névralgiques et dans des secteurs stratégiques. Hein. L'une de ces histoires qui a été très bien traitée, très bien racontée par Isaline Bergamachi, c'est celle de la cellule technique du cadre stratégique de la lutte contre la pauvreté, financée par la Banque mondiale ainsi que par toute une série de bailleurs, qui va être chargée en pratique de remplacer la planification pour assurer le déblocage des fonds de l'aide et la bonne application des programmes. Elle va concentrer les financements, les conseillers techniques étrangers, elle va attirer les hauts fonctionnaires reconnus comme les plus compétents, et elle rétribue ces hauts fonctionnaires avec des avantages en salaire, mais aussi en matériel, en capacité de mener leur mission. Et rapidement, elle devient un de ces îlots d'efficacité au sein du ministère des Finances, orienté d'abord vers les bailleurs.
c'est une histoire qui se multiplie hein, avant le BVG, puisque l'anthropologue Julie Castro a bien montré comment, pour mener des études épidémiologiques fiables sur le VIH au Mali, l'Agence états-unienne de coopération USAID avait financé la création d'une cellule sectorielle de lutte contre le sida au sein du ministère de la Santé avec l'assistance technique du Center for Disease Control, l'agence fédérale des États-Unis en matière de santé publique, hein. Et ce qu'explique Julie Castro dans son ethnographie, c'est comment, derrière la volonté de laisser les agents de l'État malien, derrière le discours affiché, de laisser les acteurs de l'État malien produire une politique publique autonome, le CDC, l'agence fédérale états-unienne, va en fait en pratique piloter de très très près l'ensemble des études, l'ensemble des réponses qui doivent y être faites, dans l'idée que c'est la seule manière, de leur point de vue, d'avoir des études épidémiologiques qui soient suffisamment fiables. Et dans les décennies suivantes, ces îlots d'efficacité, ces enclaves bureaucratiques, comme la littérature en politique publique et en anthropologie du développement les ont conceptualisés, se multiplient dans tous les secteurs où les bailleurs interviennent directement, hein. On les retrouve dans la décentralisation autour de la DGCT et de l'ANICT, de l'agence qui était chargée de financer les collectivités territoriales. Et on va les retrouver dans un des secteurs qui est posé comme priorité par les bailleurs, la lutte contre la corruption, avec la mise en place de la CENTIF, qui est donc une cellule d'information et d'enquête sur les questions financières, de l'OCLEI, qui est chargée d'examiner les fonctionnaires, et le BVG, qui est installé comme l'institution clé dans la lutte contre la corruption. Alors, je vous disais, c'est une histoire qui n'est pas tout à fait malienne, puisque la mise en priorité de cette politique-là résulte, en fait, hein, il y a toute une série de recherches qui avaient été menées notamment en France par Pierre Lascoum et Gilles Favrel-Garrigue à Sciences Po, qui montrent bien que la lutte contre la corruption, elle va s'installer par des séries de luttes d'acteurs à l'échelle globale, comme une priorité à imposer à tous les pays, hein. En France, c'est ce qui va donner le parquet national financier, par exemple, hein. Les Maliens ne sont pas les seuls à devoir s'adapter à cette conjoncture, mais au Mali, elle va prendre une ampleur toute particulière, puisque la hausse de l'aide qui est quasi continue dans ces 4 décennies, va s'accompagner d'une vigilance accrue de la part des bailleurs sur la gestion des comptes publics, car ils souhaitent garantir en fait le bon usage des sommes qu'ils prêtent ou donnent, voire dans certains cas contrôler leur application. Et là, ils vont faire exactement ce qu'on retrouve avec les 2 cellules dont je vous ai présenté un exemple, c'est-à-dire une stratégie de créer des institutions nouvelles, hein. C'est une logique de création d'institutions ad hoc plutôt que de réformer celles existantes, hein, parce que vous aviez un contrôleur général des services publics ou une section des comptes à la Cour suprême qui déjà avait en charge les fonctions qui vont être celles du BVG. Et là, tu l'annonçais, Gilles, c'est le Canada qui va se poser en pays meneur en arrivant avec une proposition auprès d'ATT en 2003 de mise en place d'une institution inspirée par sa propre institution, le Bureau du vérificateur général, hein, son institution de contrôle des comptes publics, avec toute une série de débats, à l'époque déjà, mais encore ces dernières années, sur le fait que le Mali, en faisant ça, était en rupture avec les pays voisins, puisque les autres pays de l'UEMOA appliquaient un modèle inspiré de la France d'une Cour des comptes. Mais en fait, d'un côté, vous allez avoir ces débats très institutionnels. De l'autre, en fait, les bailleurs vont, en même temps qu'ils contribuent à ces débats, soutenir de manière très forte, hein, la Banque mondiale, l'Union européenne notamment, mais aussi les autres bailleurs bilatéraux européens, les agences de coopération. Elles vont s'imposer comme des partenaires privilégiés du BVG, qu'elles financent directement, elles forment ces employés, elles les font venir en Europe ou au Canada pour assurer leur formation tout au long de ces 2 décennies de développement du BVG. Et en retour, elles obtiennent de facto, sans jamais vraiment le demander explicitement, hein, mais par des séries de discussions, d'échanges, d'incitation, voilà, elles vont orienter l'activité de contrôle du BVG vers les priorités des bailleurs de fonds plutôt que celles de l'administration, hein, produisant des rapports qui sont unanimement salués pour leur rigueur par les partenaires techniques et financiers. Et là, le BVG, il illustre très bien la notion d'enclave bureaucratique et d'îlot d'efficacité. Il est mieux doté que le reste de l'administration malienne. Ses agents sont reconnus pour leur expertise et pour avoir fait de nombreux entretiens avec eux.
leur expertise est effectivement très impressionnante. Ils perçoivent des salaires plus élevés que le reste de l'administration. Mais ça va au-delà. Le personnel incarne un habitus bureaucratique marqué par une excellente maîtrise du français, des compétences juridiques. Vous trouvez sur tous les bureaux les codes de loi. Les gens détiennent dans leurs ordinateurs les arrêts de la Cour suprême. Ils ont une maîtrise de la jurisprudence qui est en moyenne très, très supérieure aux fonctionnaires avec qui j'ai fait des entretiens. Ils ont une maîtrise des codes comptables, euh, mais aussi des codes vestimentaires et de la mise en scène du travail de bureau, hein, qui s'accompagne d'une valorisation orale du professionnalisme et de la volonté d'incarner les valeurs de la bonne gouvernance. La procédure de contrôle du BVG est, et dans les moindres détails, hein, le produit des normes internationales. Cette aide des agences de coopération dont je vous parlais, européennes et canadiennes notamment, a amené les agents du BVG à conformer leurs procédures aux réglementations d'une organisation qui joue un rôle très important pour les cours des comptes, qui est l'INTOSAI, l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, qui est la fêtière en fait des cours d'audit gouvernemental qui siègent à Vienne. Et l'organe, cet organe de contrôle va appliquer les normes, y compris par exemple dans les procédures de recrutement, hein. Il s'inspire des entreprises internationales, il délègue, il externalise le recrutement à un cabinet de recrutement pour éviter tout favoritisme, euh, euh, avec en plus une capacité d'indépendance manifeste dans les rapports critiques des administrations contrôlées, qui en théorie est garantie par la loi dans cette période-là et qui en réalité, c'était assez manifeste c'est assez manifeste dans les différents scandales qui ont émaillé ou les différentes pressions qu'a subi cette institution. Elle est maintenue par la pression constante à l'époque des bailleurs de fonds, qui vraiment défendent l'institution. Pour vous donner un exemple, lorsqu'en 2015, des parlementaires maliens tentent, alors, d'une part, d'abord de supprimer le BVG et ensuite de le rattacher à l'Assemblée nationale, avec un argumentaire qui faisait sens, parce que rattacher le BVG à l'Assemblée nationale, c'est donner au BVG malien la même configuration que le BVG canadien, c'est-à-dire d'en faire un organe de contrôle au service d'une des institutions de la République malienne, à la manière dont le BVG canadien travaille. Les bailleurs vont se battre pour laisser au BVG malien cette situation un peu particulière par rapport au BVG canadien, qui est le fait qu'elle ne répond à aucune institution d'un point de vue légal. Par ailleurs, les pays donateurs suivent de très très près les rapports du BVG, hein, et l'Union européenne va même finir par en fait en faire un indicateur de conditionnalité pour l'un des rares et l'un des plus importants indicateurs de conditionnalité pour délivrer les fonds. Ça va devenir, le fait d'appliquer les normes du BVG va devenir la condition pour que l'Union européenne délivre notamment son aide budgétaire. Enfin, et dernier élément qui montre l'exceptionnalité de cette institution, elle va obtenir que son budget ne dépende pas du Trésor, hein. C'est une des rares institutions à avoir une dérogation à l'unicité des comptes publics au Mali, et ce qui lui permet que son budget n'évolue pas en cours d'année, et donc d'éviter en fait des sanctions, hein, de la part du Parlement ou de l'exécutif lorsque ces rapports ne correspondaient pas aux attentes des pairs. Mais, et c'est un élément central, il me semble, de ce qu'est le BVG, cet îlot d'efficacité, comme tous ceux que suscitent les bailleurs, va demeurer largement isolé pendant toute la période où moi je fais du terrain. Les rapports ne guident pas l'action publique, ils ne suscitent pas de réformes auprès des administrations vérifiées. Ils aboutissent très rarement à de nouvelles législations. Euh, et le BVG, ici, comme ses homologues de Leclerc ou de la Centif, dont je peux vous parler dans les questions si ça vous intéresse, en fait, vont se heurter à chaque fois qu'ils dénoncent quelque chose qu'ils ont réussi à substantiver à la résistance de l'appareil judiciaire, qui essentiellement, pour le résumer un peu trop vite, évite ou refuse de poursuivre des individus enfin, reconnus coupables. Non, parce qu'il n'y a pas il y a pas eu de procédure judiciaire, mais dont les éléments, dont beaucoup d'éléments montrent un manquement ou une fraude, hein. Les juges rechignent à prononcer des condamnations dans les affaires de corruption. Et ils classent souvent les dossiers au motif que l'intention n'est pas prouvée, même si les faits sont là, avec toute une série de dysfonctionnements qui ont émaillé la vie de cette institution, hein. Il y a trois pôles spécialisés sur ces questions-là, Bamako, Mopti et Caille, où les juges sont justement formés, enfin sont censés être formés aux infractions financières.
Mais en pratique, alors d'une part, beaucoup d'affaires sont données en dehors de ces trois juridictions qui sont censées les recevoir. Et même dans ces juridictions, beaucoup de juges rechignent à instruire les affaires de corruption. Les rares procédures ouvertes vont finir par être bloquées de manière assez explicite par la Cour suprême, qui protège systématiquement les personnes accusées de prévarication, hein. Deux affaires ont ici été un peu symptomatiques, celle de Bakary Togola, le président de la Chambre d'agriculture, ou celle de Adama Sangaré, qui était peut-être l'une des plus représentatives de la manière dont la Cour suprême pouvait bloquer, y compris en ne respectant pas sa jurisprudence, une procédure judiciaire, hein. Elle va, dans un des cas, donner l'affaire, non pas à un des tribunaux spécialisés, mais au tribunal de Koulikoro, où Adama Sangaré a des appuis très forts. Et dans l'autre, elle va statuer, ce qui n'est pas sa fonction, c'est pas son rôle, qu'il n'y a pas d'infraction, et que donc il n'y a pas de matière à poursuivre. Et c'est ces résistances notamment, hein, qui vont amener l'Union européenne à faire du suivi judiciaire des affaires du BVG, non plus simplement du respect des rapports, mais du suivi judiciaire en s'appuyant sur la figure à l'époque de Khashoggi au tribunal spécialisé sur les infractions financières de la commune 3 à Bamako. Il fait du suivi judiciaire des affaires du BVG une des conditions du déblocage de l'aide. Hein, on atteint des modes de micromanagement pour tenter d'obtenir que l'action du BVG finisse par avoir un effet au-delà de son action de produire des rapports, ce qui essentiellement démontre l'incapacité de cette institution et sa faible connexion avec le reste de l'administration. Elle va rester, Adam, vous ouais, pouvez aller vers la conclusion? tout à fait. Elle va rester d'autant plus hors sol. Un des symboles de son côté hors sol va être le fait que, quelque part, les bailleurs vont s'impliquer très fortement dans ce qui s'appelait le groupe de suivi budgétaire, qui était en fait une tentative de faire passer à la société civile, voire à la population malienne dans son ensemble, mais l'idée c'était de passer plutôt par les ONG, une forme de pression qui permettrait de jouer sur l'administration. Et c'est comme ça que je vais conclure, c'est que quelque part, cette institution, elle a contribué à une polarisation, à une fragmentation de l'administration, hein, on observait dans les entretiens de manière assez manifeste. Le directeur du Trésor à l'époque avait fini par nous dire, après un entretien, alors même qu'il nous avait traités comme des représentants des bailleurs, donc on avait eu le droit à l'ensemble des sous-directeurs, à l'ensemble des chefs de département. On savait même pas comment faire un entretien parce qu'il y avait trop de monde et puis c'était pas du tout une situation d'entretien. C'était un moment un petit peu gênant, un petit peu révélateur, hein, de ce qui se joue dans l'État malien. À la fin de l'entretien, alors qu'on était en train de marcher pour sortir, il finit par nous dire, en parlant, parce qu'on l'avait provoqué en disant ça ne doit pas être facile de travailler avec vos collègues du ministère de l'Éducation, en prenant un des ministères qui a beaucoup souffert, hein, des ajustements structurels et des transformations que je vous raconte. Il avait conclu cinglant, hein, c'est comme si nous ne faisions pas partie du même État. Et cette sentence, elle pointe une dichotomie qui est évidente. Elle pointe une administration à deux vitesses, pour reprendre l'expression de Blundo. Une administration où d'un côté, vous avez des hauts fonctionnaires très bien payés, qui bénéficient de formations, et qui vont en conséquence défendre un ethos de l'intégrité, reprendre les dispositifs du New Public Management, défendre l'idée que le bien public passe par des formes d'action publique qui sont incompatibles avec le clientélisme ou la corruption. Et de l'autre, une partie de l'administration en déshérence, avec des ressources extrêmement limitées, euh, euh, qui se retrouvent avec des responsabilités sociales gigantesques qu'on voit très bien dans les couloirs de certains ministères. Cette fragmentation, cette polarisation de l'administration, elle correspond à deux formes d'intérêts très différents, hein. L'intérêt de certains hauts fonctionnaires, comme ceux du BVG, dont les opportunités professionnelles sont en fait du côté des bailleurs en partie, pendant très longtemps, hein. C'était le moyen pour des gens elles le sont à deux niveaux. Elles l'étaient pour entrer dans ces institutions-là. J'ai en tête le cas d'un sous-préfet qui, s'étant opposé à un maire du parti présidentiel, s'était retrouvé mis en marge de son administration et qui a trouvé au BVG en fait un refuge.
Mais je pense à un autre agent qui, en étant recruté dans le client, faisait un marchepied pour aller vers des institutions internationales comme le FMI ou le GAFI, qui est l'institution fêtière pour des institutions comme le FMI. Et cette polarisation, et c'est là qu'elle me semble intéressante, elle est manifeste dans les moyens et les carrières, mais elle engendre en fait deux visions différentes de l'État qu'on observait dans les entretiens. Les hauts fonctionnaires d'un côté, qui étaient dans ces enclaves bureaucratiques, qui défendaient quelque part l'action des bailleurs tout en étant critiques, hein. Ils le défendaient avec un regard critique, mais qui défendaient ce qui la sous-tendait, hein, une vraie adhésion à des formes de discours de la bonne gouvernance. Alors que de l'autre apparaissait un discours qui se caractérisait justement par la critique de l'ingérence, de la nécessité de défendre une forme de souveraineté et de, et de nationalisme, se positionnant dans une logique d'incitation et d'intérêt qui correspondait contre cette action des bailleurs. Et elle passait typiquement, pas simplement par des pratiques népotiques et de la prévarication, mais un discours justifiant des pratiques qui étaient renvoyées enfin, qui étaient renvoyées chez les bailleurs à du clientélisme ou du favoritisme, en disant que ça correspond à des formes de fonctionnement qui seraient culturellement maliennes, avec une valorisation de la tradition. Boubacar Sangaré nous en parlera. euh, euh, qui ici retournait la situation parce qu'elle renvoyait les bailleurs de fonds à leur caractère extérieur et présentait leurs préoccupations telles que la corruption ou l'insistance sur l'égalité de genre comme des impositions d'une autre culture. Et donc, en conclusion, quelque part, ces 4 décennies d'aide et d'intervention internationale au Mali, le BVG l'illustre, sont passées par des formes de rationalisation ponctuelles qui ont réduit la cohésion au sein de l'administration et désorganisé les institutions. Certaines institutions ont pu, par les ressources qu'elles disposaient, véritablement éviter ces réformes, n'être ni dans le camp de celles qui, en l'appliquant, en se conformant, se retrouvaient beaucoup plus proches des bailleurs que du reste de l'administration, ni de celles qui se retrouvaient dans des logiques de grande faiblesse institutionnelle, à avoir du mal à mener leur action et à se positionner dans un discours de critique aussi marqué. Je pense ici à des institutions comme les impôts, les douanes, mais aussi l'armée, qui, même si elle était une des grandes bénéficiaires de l'aide, pouvait maintenir sa cohésion à travers des pratiques de reproduction très fortes, celles du Prytanée et de l'école militaire, maintenir des pratiques de détournement massif, éviter la bancarisation des paiements, qui démontrait la possibilité de produire un esprit de corps alternatif, hein, qu'on a bien vu, qu'on voyait chez les officiers dans les années 2010, un esprit de corps tourné vers les officiers plus que vers l'institution militaire elle-même dans son ensemble. Et donc, si le BVG est demeuré comme institution depuis le coup d'État, c'est sur cette phrase que je conclurai, en l'absence de véritable volonté de réforme de l'administration et de la continuité d'un personnel qui s'est formé et qui a fait toute sa carrière en croyant à la nécessité d'une telle réforme, il reste aujourd'hui une institution relativement isolée, peut-être inscrite de manière différente dont il l'était il y a quelques années, d'une manière qui peut-être rappellera la manière dont le CGSP était utilisé par Traoré, mais qui reste hors des administrations, hors d'un État à cet égard sur lequel il n'a pas de prise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Euh, Merci à Adam Basco de nous avoir éclairé sur le bureau du vérificateur et surtout, à travers le bureau du vérificateur, révéler un peu une des grandes faiblesses, même une tare de l'État au Mali, puisque nous sommes sur le cas du Mali. Euh, En fait, je crois que c'est un processus d'externalisation des missions que l'État soit du point de vue défaillance humaine, défaillance en termes de procédures administratives, défaillance en termes de ressources, décide d'externaliser sous pression ou non des partenaires au développement, d'externaliser certaines de ces missions. Et avec souvent le risque de duplication. C'est le cas du BVG. Hein. Au Mali, quand on les décompte, il y a au moins 5 structures de contrôle, dont une qui est à la présidence. Donc, il y a une démultiplication, une externalisation, tout ça finit par une certaine inefficacité, parce que c'est des structures qui se marchent sur les pieds, qui ne font pas leur boulot. Mais le BVG n'est qu'un exemple
parmi tant d'autres. Pendant qu'il a parlé de l'OCLEI, moi, pendant qu'il parlait, ça c'est des organes de régulation, mais il y a d'autres aussi, régulations institutionnelles. Tout ce qu'on a eu ici comme CNI, qu'on a l'EGE aujourd'hui, les AGETIP, les multiplications d'agences de ceci, d'agences de cela. Tout ça, c'est des signes d'affaiblissement, parce que c'est des prérogatives, surtout dans un pays où on parle de plus en plus de souveraineté, c'est des prérogatives, des signes de souveraineté qui sont externalisés et qui aspirent les personnels les plus compétents de l'État. Et donc, qui affaiblissent l'État. Au profit de qui? Au profit des administrations parallèles. Et je crois que tout ça, c'est bien qu'Adam nous ait éclairé sur ce problème. Voilà le problème global aujourd'hui, à travers la question des vérificateurs, comment on aborde désormais ces questions-là. Surtout que, comme je dis, on a l'aspiration d'être un pays souverain. Comment on aborde désormais ces questions et comment on les traite. Voilà. Donc, le débat est ouvert là-dessus. La parole est qui veut la prendre. Danzide, tu peux afficher les collègues par Zoom pour qu'on voit qui lève la main. Voilà. Qui veut se lancer? Oui. Merci beaucoup. Moi, c'est Maurice Danzide. Je remercie l'intervenant. Il faut parler plus fort. Beaucoup plus d'informations. Voilà, je vous remercie pour votre intervention. Je crois qu'on a récolté beaucoup d'informations par rapport à votre exposé. Mais j'ai trois petites questions autour desquelles je voudrais avoir quelques informations de votre côté. Est-ce que vous pensez que l'efficacité du contrôle du vérificateur est piégée par la juxtaposition des institutions de contrôle au Mali? Vous avez parlé de l'OCLE, monsieur le ministre parlait donc de d'autres structures. Est-ce que c'est la pluralité des institutions de contrôle qui pose problème en termes de faible coordination entre ces structures? Parce que dans l'opinion publique, c'est ce qu'on entend un tout petit peu. La deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que les bailleurs de fonds, vous avez parlé du Fonds monétaire, vous avez parlé de l'Union européenne. Est-ce que ce n'est pas parce que ces bailleurs de fonds ont entraîné un peu le vérificateur dans une mission qui ne lui a pas été assignée par l'État malien, qui l'a mis dans une posture de faible contribution? Je sais pas, mais je crois qu'il y a une pression des bailleurs de fonds dont vous parlez. Est-ce que cette pression n'a pas un peu infléchi les missions qui lui ont été confiées par l'État malien? La troisième question, c'est finalement la résistance de l'État à mettre en application probablement à poursuivre selon l'orientation des rapports. Est-ce que c'est là l'inefficacité? C'est-à-dire que quand les rapports sont produits, il y a des personnes qui sont suspectées et ces personnes-là, finalement, étant dans des niveaux de responsabilité au sein de l'appareil d'État, sont souvent pas interpellées ou poursuivies. Est-ce que c'est là l'inefficacité, selon vous? Merci beaucoup. Oui. Bonjour à tous, je suis Abdoulaye Baba Darfa, deuxième année de thèse doctorat à Makoter. Donc, moi, je pense, Adam, est-ce que le VBG, dans sa pratique de vérification, est-ce que il n'a qu'un seul outil de vérification ou d'autres? C'est-à-dire, récemment, j'étais ailleurs dans un service
dont je vais taire les noms. Et les responsables se plaignent que le VBG a incriminé un de leurs responsables pour avoir mobilisé des sources affectées à lutte contre le Covid au paiement, donc les femmes et jeunes qui ont assaini donc leur structure. Alors est-ce que cette justification donnée par l'agent de l'État peut être une source, sinon un motif d'incrimination au niveau du VBG? Voilà ma question. Merci. Ici, il y a une question derrière. Non? Oui, je finis dans la salle avant de laisser la parole. Moi peut-être une question, Adam, c'est dans la continuité de ce que Moriké disait par rapport aux rapports justement qui sont produits par le vérificateur général. En tant qu'organe de contrôle, qu'est-ce qui deviennent ces rapports-là, étant donné que les personnes qui sont incriminées ne sont pas jugées ou difficilement jugeables? Qu'est-ce qu'il en devient? Parce que c'est archivé. Est-ce qu'il y a un travail derrière justement que nous, on ne connaît pas? Est-ce que ça passe jusqu'au Canada pour faire des choses? Qu'est-ce qui deviennent réellement ces rapports-là? Alors maintenant, je passe la... Oh. Oui. Pardon. Est-ce qu'il y a ceux qui ne sont pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, je crois que je vois Gilles, hein, le doigt de Gilles. Oui, Gilles. Oui, merci. Merci. Oui, j'ai levé la main, mais ma main est un peu sombre. Non, je voulais demander à Adam, parce qu'effectivement, il nous décrit en fait quand même comment se met en place une certaine caste au sein même de l'État, une caste socio-professionnelle très globalisée aussi, à la fois dans les modes d'administration et dans le vocabulaire, dans la conception générale même de l'État, de la société, etc., mais qui en même temps font partie de cette société. De cette même société. Donc, ça doit être un certain paradoxe et j'imagine quelque chose d'assez inconfortable, en tout cas à moyen terme, pour cette élite globalisée. On les appelle aussi comme ça, hein, élite globalisée. Souvent, j'aime à dire que la société administre plus l'État que l'État n'administre la société. Dans un pays comme le Mali, je sais que monsieur le ministre ne sera pas forcément tout à fait d'accord, mais je veux dire par là qu'à un moment donné, tout à l'heure je disais que l'État, ou en tout cas le pouvoir d'État, doit être un lieu vide. Il n'est pas vide, justement, il est plein de gens, il est même rempli de la société. Et donc, ces personnels formés ailleurs, qui pensent autrement, qui sont bien formés, comment ils négocient finalement leur position sociale, mais là, à l'intérieur de la société, qui a quand même une valeur aussi importante que celle d'être fonctionnaire de l'État. Ouais. Je crois qu'il y a Amadou Il y a Yang. Amani. Amani Yang. Ouais, il y a Amani. Ok. Bonsoir tout le monde. Ça. Merci de m'avoir donné la parole. Moi, je voudrais intervenir par rapport au bureau du vérificateur général. Voilà, parce que ce que je suis en train d'entendre, le fait de considérer ce bureau comme étant une structure de contrôle. Donc, ce n'est pas une structure de contrôle, mais c'est une structure de vérification, l'audit. Voilà, donc c'est ça le mandat du bureau du vérificateur. Maintenant, dans cette mission, les vérifications portent, ce sont des vérifications financières ou les vérifications de conformité ou encore les vérifications basées sur la performance. Donc, quand on essaye de comparer ce bureau par rapport à ce qui se passe au Canada, donc on se pose la question par rapport au positionnement de ce bureau. Parce que c'est comme si c'est l'État qui mandate le bureau, alors que pour qu'on ait un bureau de vérificateur indépendant,
Donc, il va falloir que ce bureau soit mandaté par le Parlement. Je pense que c'est ce qu'on a vu, au Canada. Donc, si nous voudrions que le bureau puisse être cette garantie par rapport à la gouvernance, parce que c'est ça l'objectif de l'audit, une garantie par rapport à la gouvernance, donc il va falloir que le bureau soit au niveau du Parlement, donc en termes de conseil, en termes de garantie par rapport au système de gouvernance. Donc, c'est ce que je voudrais donner comme avis. Merci. Amani. Oui, bonjour, chers collègues de ma côté. Bonjour, monsieur le ministre. Moi, je finis peut-être par la question que vous posiez, monsieur le ministre. Je vous prends au mot, où vous évoquiez cette dualité entre les organes de contrôle et l'État, à savoir, est-ce que les organes de contrôle ne contribuent pas à affaiblir l'État? Bon, je ne sais pas, moi, je pousse un peu la réflexion loin avec le conférencier pour dire, est-ce que la mise en place des organes de contrôle n'est pas aussi un élément de construction et de formation de l'État? Est-ce que cela ne contribue pas au contraire à renforcer l'État si nous essayons de sortir l'État des images et des acceptions classiques que nous avons? La vision centralisatrice de l'État peut-être est en train d'être bousculée. L'État n'est peut-être plus là où on a tendance à le voir. Il faut aussi le voir à travers les commissions, à travers les agences, à travers peut-être ces fonctionnaires internationaux aussi. Je ne sais pas, je pose le débat peut-être. Deuxièmement, c'est la question même du contrôle. J'aimerais savoir avec le conférencier de nous entretenir un peu sur la légitimité sociale des organes de contrôle, mais aussi des contrôleurs. Je ne sais pas si peut-être il l'a dit en passant, je l'ai pris de court. Parce qu'une chose est de mettre en place une institution, un organe légalement reconnu avec ses textes, mais aussi une chose peut-être est de lui donner une certaine légitimité sociale, en tout cas de la faire accepter. Quel est le degré de légitimité sociale? Quand on sait que dans nos pays, je parle à partir du Niger, je pense que c'est les mêmes expériences, on est toujours réfractaire au contrôle, c'est comme l'évaluation. On a tendance à regarder l'évaluateur et l'agence comme des intrus, des gens qui veulent mettre le nez là où il ne faut pas. C'est ce qu'on pense, mais en même temps, on a besoin d'eux pour qu'ils nous disent ce que les gens ont fait. Donc, il y a toujours cette ambivalence-là aussi au niveau des organes de contrôle ou des organes d'évaluation. Nous, ici au Niger, dès qu'on dit Monsieur X, c'est lui qui va se charger de contrôler ou d'évaluer. On dit non, non, il veut mettre le doigt sur ce qu'on ne veut pas dévoiler. Voilà. Qu'est-ce que le conférencier peut peut-être nous dire? Excusez-moi d'intervenir, Amani. Pierre, on entend tu devrais fermer ton micro. Ferme son micro là. Pierre, ouais, ferme ton micro parce qu'on entend ta conversation. Je voulais Si jamais il y a moins de problèmes, Pierre, ce que fera le Pierre. propriétaire, c'est de saisir sur le faire saisir. Dans une idée, il faut fermer. Est-ce qu'on peut l'enlever de ça? Les précautions du monde qui veut le propriétaire, il n'est pas très bien protégé. Voilà. Ça y est? Ok. Oui, je voulais juste te dire, Monsieur le ministre, attendez, juste avant Oui, de non, mais ça, il va deux demander, choses, c'est oui, que mais normalement, les intervenants, surtout en ligne, on ne les voit pas. la caution solide. Voilà. Pourrait se présenter. En l'occurrence, on a eu Oumarou Amani, qui est anthropologue et qui est le directeur du LASDEL Niamey. Voilà. Ok. Et je voulais aussi donner peut-être il y a un message de Lamine Savané qui pose une question au conférencier, je le lis.
Est-ce qu'on peut dire que la désorganisation de l'administration est organisée au Mali? En ce sens que tout le monde a intérêt à maintenir cet état faible, surtout les élites, mais il faut faire aussi en sorte qu'il ne s'effondre pas totalement. Donc, sorte de management à l'équilibre. Ce n'est pas du New Public Management, mais c'est un management de l'équilibre. Voilà, donc c'était la question de Lamine. Allez-y. Ah, faut pas aller plus loin, la position. Oui, bonsoir. Merci, Dame, pour vos données qui nous amènent à réfléchir. Moi, c'est Souf Karambe. Je suis membre du Macoter, Institut national de la jeunesse et des sports. Le directeur. Merci pour le compliment. Ce que moi j'allais poser comme question, c'est un parallèle, une sorte de métaphore. Est-ce que le bureau du vérificateur général, c'est pas comme le vieux sorcier qu'on amène au village pour faire peur aux gens, c'est pas pour les tuer? Est-ce que c'est pas juste un outil de dissuasion, de faire peur que de sanctionner? Merci. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Il y a Astan Diallo. Ouais. Ah, c'est Asta Diallo. Oui, Asta, oui, bonsoir. comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Et moi, je suis sociologue-chercheur et à un moment de ma vie, j'ai géré un grand projet du PNUD au niveau de la promotion du ministère de la promotion de la femme. Donc, nous, on était audités systématiquement par le système des Nations Unies avec des outils des Nations Unies. On était audité aussi par l'État à travers plusieurs structures et on s'est retrouvé dans cette situation décrite par l'intervenant précédent de l'État sorcier fouettard qui vient à travers le BVG pour venir nous faire peur et nous imposer des choses parce que ça vient avec un canevas que nous ne maîtrisons pas, que nous ne comprenons pas et qui, quelquefois, semble contradire nos outils de travail. Et les équipes que nous, on a connues, c'était des équipes fermées. Vous faites ce qu'on dit, vous nous donnez les informations telles qu'on veut et on ne veut pas autre chose, sinon vous êtes en faute, sinon vous cachez quelque chose. On n'a pas eu l'occasion de nous approprier le processus d'audit qui, à mon avis, devait être un processus d'apprentissage aussi, pour que, à leur prochaine vérification, on soit plus renforcé dans nos capacités à performer mieux pour renseigner leur canevas. C'était une équipe d'élite qui terrorisait, qui nous mystifiait. Moi, je suis assez familière avec le système américain-canadien, donc je connaissais un peu le système BVG canadien et j'ai trouvé que dans la façon de faire, c'était une duplication des autres structures de contrôle et d'audit. On n'y gagnait rien. On a eu beaucoup comment dire, on n'était plus vers la fin. Moi, je dirigeais donc le grand programme vers la fin. Nous n'étions plus d'accord d'être audités par le bureau, pas qu'on se sentait fautif, parce qu'on n'en avait même pas l'occasion avec le PNUD qui était là de façon systématique, mais c'était parce que le message ne passait pas. À la fois, nous voyons l'État fort qui venait nous smasher, et derrière l'État, nous voyons un type de bailleur de fonds qui faisait la pression. Et de l'autre côté, nous, on travaille avec un autre type de bailleur de fonds, le PNUD. Donc, on était assez perdus. Et je me mets à la place d'un acteur étatique qui n'est pas très propre. Il aura tendance tout de suite à tout cacher. Donc, je me dis, ça posait un problème de légitimité au niveau de la personne ou de l'institut vérifié, contrôlé. Deux, c'était, ça faisait la confusion parce que ça s'affichait comme
une structure, un outil de l'État. Donc, encore une fois, je pense que la présentation même du bureau au public et à la population n'est pas ce qui est vraiment l'intention. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je poserai la dernière question à M. Basco. Il y a un aspect, à mon avis, il y a un aspect du travail du vérificateur qui semble être passé sous silence, n'apparaît pas beaucoup dans les rapports que j'ai lus, ce travail d'évaluation des politiques publiques, qui est aussi, je pense, une des missions du bureau des vérificateurs. Et là, en tout cas, dans la diffusion qui est faite des rapports, dans tous les débats qui sont organisés, on entend très peu parler de l'évaluation réelle des politiques publiques. Qu'est-ce qu'il en est? Merci. Donc voilà, vous avez une série de questions, d'observations, quelle est votre réaction par rapport à ça? D'abord, merci beaucoup pour toutes les remarques et toutes les questions, hein. C'est toujours très précieux de pouvoir avoir des retours quand on réfléchit ou quand on écrit sur ce genre de sujet. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre et d'aller vite pour laisser la scène à mon collègue. Alors, la pluralité est essentielle dans cette histoire, hein. Monsieur le ministre, vous disiez 5. J'essayais de retrouver parce que j'ai un papier sur le BVG qu'on a écrit avec Gilles Soro et on arrivait à beaucoup plus que 5 parce qu'en plus, il y a l'inspection du ministère des Finances, il y a les inspections sectorielles des ministères vous parliez de la Casca, en fait. Il y a toute une série d'institutions qui se recoupent les unes les autres. Ce qui n'est pas le propre uniquement du Mali, hein, c'est assez classique. Et oui, bien sûr, il y a un effet massif de cette pluralité, mais ce qui est plus intéressant pour commencer par les premières questions, à mon avis, c'est de se rendre compte que ce qui est en jeu entre tous ces acteurs, c'est aussi une définition de ce qu'est l'efficacité. Hein. Les institutions de contrôle au Mali, de vérification et d'audit, elles ont eu des fonctions très différentes. Elles ont servi, et d'ailleurs parfois elles les ont en même temps, à la fois à faire des formes de contrôle politique, voire quasiment de répression. Hein. ATT était un usager d'utiliser les accusations de corruption. C'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu le sentiment qu'il fallait faire une alternative à la Casca parce qu'il était un usager de l'accusation de corruption comme modalité d'obliger quelqu'un à venir de son côté ou à être moins vocal. Et ici se pose la question de qu'est-ce qu'est l'efficacité. La définition de l'efficacité, je pense qu'on le voit aussi dans certaines des remarques qui ont été faites ici, hein, ne fait pas du tout consensus. C'est-à-dire que est-ce que le but, c'est d'avoir des politiques publiques intègres? Est-ce que le but, c'est d'avoir des politiques publiques qui répondent à leurs fonctions? Est-ce que le but, c'est d'éviter des formes d'opposition? Est-ce que le but, c'est d'assurer la cohérence de l'État? Le BVG tel qu'il se construit dans les années 2000, à partir du moment où les bailleurs s'impliquent très fortement dedans, va faire non pas par exemple de la réalisation des missions de l'État sa priorité, mais plutôt de la bonne gestion des comptes publics. Voyez. Et c'est ça qui va être la définition de l'efficacité. Et à cet égard-là, le problème du BVG a jamais été la juxtaposition. Parce que dans le rapport qu'il avait avec le ministère des Finances ou les bailleurs, son problème était d'assurer des sanctions ou des changements d'organisation dans les institutions dont il estimait dans ses rapports que les modalités de gestion de l'argent public ou de l'argent des bailleurs étaient mauvaises. Vous voyez? Et c'était ça sa vision de l'efficacité, c'était ça sa priorité. Ce qui explique ce que vous appeliez une faible contribution, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a une très faible appropriation du BVG en tant qu'institution par le reste de l'administration. L'administration le regarde comme un problème. L'administration le regarde comme un acteur qui est peut-être pas tout à fait légitime, comme quelqu'un me demandait la légitimité des contrôleurs. Il est évident qu'elle est très faible. Euh, euh, et donc, le fait que les juges en particulier vont faire du BVG, vont critiquer le BVG dans son travail, ils vont pas du tout, à quelques exceptions près, hein, Khashoggi était ici un rouage clé qui a fait sauter un blocage au niveau de l'instruction, qui a assuré qu'il y avait des poursuites, mais pas du tout au niveau du siège, euh, euh, montrait bien qu'il y avait une lutte pour la définition
de ce qui doit être régulé et au nom de quoi et de quelle manière. Donc, Abdoulaye, je vais avoir du mal à vous dire si c'est un motif d'incrimination, parce que en ayant justement mis en avant le fait que, mais justement, la question de l'efficacité et ce que fait le BVG, pour vous donner un exemple très concret, hein, le BVG, face aux résistances des juges, va décider, et ça va être très critiqué par un certain nombre de juristes quand on en parle avec eux, de dire que le, puisque les juges reviennent souvent à la question de l'intention en disant ce qui n'est pas ce qui n'est pas exactement dans la législation malienne, hein. Ils exigent une forme d'intention pour caractériser l'infraction. Le BVG va réagir à ça en définissant toute forme d'inefficacité comme une forme de corruption. Vous voyez, ils vont mettre ensemble ce qui est de l'ordre du gaspillage, de l'inefficacité institutionnelle et du détournement d'argent. Et ça, c'est typiquement ces enjeux de lutte qui vont se jouer entre différentes institutions au sein de l'État. Euh, alors, que deviennent ces rapports? Ces rapports, ils sont publics déjà. C'est une des choses les plus intéressantes du BVG. C'est une des grandes forces du BVG. Si vous voulez, moi j'ai envie de vous dire que le BVG, c'est d'abord, encore plus qu'Instat, c'est la grande d'information, c'est la grande agence d'information sur l'État aujourd'hui. Il n'y a pas que les bailleurs qui utilisent le BVG énormément. Moi qui fais une recherche sur l'État, c'est ma source la plus fiable en termes de rapports, de littérature. C'est truffé d'informations extrêmement intéressantes. Les rapports sont d'une richesse extraordinaire. Et donc, ces rapports, ils sont publics, ils tournent entre bah, alors, je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui à ce point-là, mais avant, ils tournaient beaucoup entre les gens, les agences des bailleurs. Par exemple, ça me permettra tout de suite de répondre à votre question, monsieur le ministre, sur l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques était un des grands objectifs du BVG, un des grands espaces de formation et de soutien. Et au moment du coup d'État de 2021, ils sont en train de mener au BVG pour la première fois l'évaluation des politiques publiques de santé. C'était vraiment la première fois, hein, et ils étaient très, très excités et très intéressés par l'agrandissement de leurs prérogatives que ça impliquait, quoi. Et donc, d'un seul coup, bah, tous les bailleurs qui s'intéressent aux questions de santé, ils ont en face d'eux un rapport particulièrement intéressant. Ils ont l'espoir, ils ont des interlocuteurs qui développent une maîtrise de l'ensemble du secteur qui est rare, quoi. Donc, ces rapports, en fait, quelque part, on disait ironiquement, c'est comme ça qu'on l'écrit dans l'article qu'on avait fait sur le BVG avec Gilles, que le BVG est quelque part une agence d'information à la fin, beaucoup plus qu'une agence de vérification des comptes qui provoquerait des réformes profondes de l'administration, quoi. Gilles, on est tout à fait d'accord sur le côté caste globalisé. On pourrait débattre des heures si c'est la société qui administre l'État ou l'État qui administre la société. Mais pour répondre précisément à ta question, euh, j'ai deux exemples très empiriques en tête, hein. Un agent du BVG se faisait tout simplement surnommer le français, ce qui au moment de 2021 était quand même pas... Voilà, parce qu'on considérait qu'il pensait français, quoi. Il n'était pas il n'était pas lié au réseau de l'ambassade de France. Il avait juste fait une formation de quelques semaines en France. Ça, plus son discours, tout à fait conforme à l'institution un an auparavant, mais plus du tout à ce qu'était la situation de l'État depuis les deux coups d'État, faisait qu'il était accusé d'être donc, enfin, il était surnommé de manière ironique et inquiétante le français. Mais un autre exemple, moi, qui m'avait beaucoup marqué, c'est revenu d'ailleurs à une autre reprise avec un juge, mais un jour, à la fin d'un entretien avec un agent du BVG, de manière totalement non sollicitée, enfin, on finit l'entretien et à la fin de l'entretien, on commence à discuter de manière informelle de choses et d'autres. Et il se lance, alors même qu'il était extrêmement accueillant, informatif, aidant, dans j'ai envie de dire, une diatribe presque sur le problème de vous. Donc, d'un seul coup, au lieu d'être des chercheurs qui font quelque chose sur le BVG, on devient les représentants de la France ou de l'Occident. Vous qui nous obligez, avec vos programmes de lutte contre l'excision, à faire semblant dans nos villages. Et donc, d'un seul coup, bah, on changeait de registre complètement. On sautait d'un registre où il incarnait et faisait l'effort en face de chercheurs d'incarner le parangon du bon administrateur à quelqu'un qui, à l'inverse, prenait une position presque inverse et qui montrait bien la capacité à jouer des différents registres, comme le représentant d'une culture malienne non respectée face à l'ingérence extérieure. Et ça, c'est quelque chose qui arrivait souvent dans les... l'entretien était un dispositif qui s'accompagnait derrière d'une remise en cause du dispositif immédiat dans la discussion après ou dans la deuxième rencontre, qui montrait bien que
c'est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est pas qu'ils ne croient pas dans le discours de l'institution, ils y croient, je pense, très fort. Ça n'empêche pas qu'ils ont aussi d'autres choses qui ne sont pas, qui rentrent, qui s'articulent, disons, de manière complexe avec ces différents systèmes de valeurs ou ces différentes pratiques ou ces différentes manières de se présenter, tu vois, quasiment d'une manière quasiment méthodologique, quoi. En même temps que c'est aussi bah, les effets du dispositif, ce côté présentation de soi, d'un côté l'envie d'être le bon fonctionnaire, de l'autre face à des chercheurs venus de l'étranger, en même temps que de porter la voix, parce qu'un seul coup, il devenait il se présentait comme le porte-voix, il se présentait comme le porte-parole. Et le changement de registre, c'était fascinant. D'ailleurs, le changement de ton, qui a d'ailleurs très, très vite derrière s'est arrêté envers quelque chose d'extrêmement sympathique et chaleureux. C'est-à-dire, c'était vraiment, il y a eu plusieurs tons dans la discussion, quoi. Euh, alors, oui, quelque part, à Madou Niang, cette question de qui mandate le BVG, puisque maintenant le BVG est une institution dont l'indépendance fait en théorie, il peut s'autosaisir, en pratique, il va être saisi par les administrations, parce qu'il y a comme ça eu, par exemple, la vérification de l'armée, qui n'a jamais été rendue publique, parce que pour la peine, elle est sous le sceau du secret défense pour des raisons évidentes. Certaines évidentes, disons, et certaines moins évidentes, mais enfin bon, c'est pas très différent en France, ça. Ils peuvent se faire mandater. La question du fait d'être mandaté par le Parlement aurait été une cohérence avec le fonctionnement de l'institution telle qu'elle est mise en place par les Canadiens. Mais là, le rôle des bailleurs était intéressant parce que c'est ça, moi, qui me frappe le plus. C'est qu'il y avait ici quelque chose de très paradoxal. C'est-à-dire que les bailleurs espéraient du BVG une réforme de l'État. Et en même temps, à chaque fois qu'on voulait réformer le BVG pour des raisons quelles qu'elles soient, dont on pourrait discuter longuement, les bailleurs essayaient d'éviter que la réforme s'applique. Et là, on rencontre quelque chose qui est assez paradoxal chez les bailleurs, que ce soit l'Union européenne, l'AfD, USAID. C'est cette idée que qui, par ailleurs, n'était pas tout à fait fausse, que la volonté de déconstruction des organes de contrôle, elle était aussi une volonté d'éviter tout contrôle, toute sanction. Et donc, d'un seul coup, les bailleurs se sont mis dans une espèce de position de protection de ce qui existait. Hein, dans l'idée qu'il fallait à tout prix ne pas réformer parce que la réforme aurait nécessairement détricoté, quoi. Ce qui, quelle que soit la valeur des justifications que les chefs d'agences de coopération avaient lorsqu'ils faisaient, donne vraiment ce paradoxe-là. C'est-à-dire qu'en fait, des bailleurs qui étaient contre des réformes. Euh, euh, alors, la question de la dualité j'ai déjà un peu répondu à la question de la légitimité. Bien sûr que le BVG est un élément de construction de l'État, il est aussi un élément de déconstruction de l'État dans les différentes phases dans lesquelles on est passé ces 2 dernières décennies. En fait, je vais prendre votre question, Amani, en même temps que celle de Lamine Savané, parce que non, j'espère que ma présentation ne donnait pas cette idée-là. Il y a jamais eu d'intention de la part des bailleurs de désorganiser l'administration malienne. C'est un effet de multiples pratiques, de multiples biais, de tendances. D'ailleurs, quand je l'intègre là dans le chapitre que j'écris, je l'intègre après une première partie qui montre la tendance à travailler de manière très... la désorganisation, elle vient d'abord de la désorganisation des bailleurs eux-mêmes qui ont des programmes ponctuels, qui ont des priorités changeantes, des programmes sur quelques années, qui ont eux-mêmes leur personnel qui est dans une rotation permanente, des choses qu'on connaît bien, hein, de la littérature sur les mondes du développement. Et ces pratiques dans le BVG, elles sont d'abord le reflet de ça. Elles sont le reflet, étant une institution très dépendante vis-à-vis de l'extérieur, elles sont le reflet des biais de ces gens qui les appuient aussi, et pas seulement. Et donc, elle va contribuer à construire de l'institution, mais à la construire dans ces problèmes-là, dans ces biais-là, dans cette tendance à de la rationalisation très située, sur des enjeux particuliers. On va beaucoup plus rationaliser les questions budgétaires qu'on va rationaliser les questions de planification, parce que c'est ça la priorité. La santé va recevoir beaucoup plus que l'éducation, pour toute une série de raisons. Et puis, c'est pas la santé, c'est le sida, c'est le paludisme, c'est des choses beaucoup plus ponctuelles à chaque fois que la santé ou l'éducation. Et donc, le BVG, il est le résultat de ça, cette
obsession de la lutte contre la corruption comme mise en enjeu principale, qui joue pas simplement au Mali, qui a une circulation globale, je veux dire, elle va arriver au Mali de manière très forte parce que les bailleurs ont plus de capacités, ils ont des ressources plus importantes comparativement à celles de l'État que ce qui peut se jouer dans d'autres contextes, et qui va faire que voilà, on va faire de la lutte contre la corruption la priorité de la gestion des comptes publics au Mali, alors qu'on aurait pu dire par exemple que la priorité c'était d'assurer la cohésion des institutions, le respect des procédures. Enfin, il y a plein d'autres manières de définir la vérification, et d'un point de vue comptable, et d'un point de vue administratif, et d'un point de vue judiciaire. J'aime beaucoup la comparaison au vieux sorcier, évidemment. Elle est très bonne. Elle rappelle en fait ce qu'est le contrôleur général des services publics. Ce que vous dites, c'était tout à fait le contrôleur général des services publics des années 80, c'est-à-dire une institution qui visait à faire peur, à dissuader. Il y avait un peu cet esprit-là dans le BVG d'ATT, mais quand même beaucoup moins, parce que très vite, le BVG s'est autonomisé des représentants politiques par le soutien des bailleurs. Et donc, et d'ailleurs, la question que j'aurais envie de poser, c'est si aujourd'hui, avec le départ des bailleurs, le BVG qui se retrouve sans ses soutiens historiques, n'est pas en train de redevenir ce qu'était le contrôleur général des services publics, c'est-à-dire une institution beaucoup plus dépendante de la tête de l'État, et qui pourrait donc être un instrument politique de dissuasion. C'est maintenant, quelque part, qu'il pourrait peut-être, il faudrait l'étudier, ressembler à ce vieux sorcier. Je pense avoir à peu près répondu à votre question, Madame Diallo. La multiplication des contrôles et des audits, elle est effectivement une plainte de l'ensemble de l'administration, parce que ces administrations se recoupent. Et en même temps, elle est quelque chose d'essentiel, que l'État malien puisse lui-même contrôler le travail qui est fait sur ces politiques-là, hein. C'est pour ça que c'est ce qu'il y avait d'implicite dans la question d'Ousmane Sy, mais la direction de l'institution, c'était d'aller vers l'évaluation des politiques publiques, et en allant vers l'évaluation des politiques publiques, c'était d'aller vers des évaluations vraiment très holistes, quoi. Dans l'idée, justement, que l'État ait un outil d'information sur lui-même et un outil de contrôle de son action, quoi. Et donc l'intention, elle est très louable. La pratique a évidemment été biaisée par l'histoire et par les rapports de force qui se jouaient à l'intérieur à la fois de l'action internationale et des différentes administrations d'État. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairé sur ce BVG qui paraît lointain et un peu secret, qu'on ne découvre qu'au moment de la publication de son rapport, mais qui est quand même une structure clé dans le bon fonctionnement de l'État, si ça fonctionne normalement, mais qui en même temps montre aussi un peu une grande faiblesse de l'État, qui a fini par avoir besoin de déléguer, parce que l'existence du BVG, comme d'autres organisations, comme l'OCLE, tout ça, ça montre que le contrôle interne ne se fait pas, ou se fait très mal. Et je crois que ça doit nous interroger, interroger les praticiens, mais interroger aussi les universitaires, les chercheurs, parce que tout ça, je crois que peut-être Bokar va poursuivre là-dessus. Tout ça, ça montre aujourd'hui que nous avons un véritable problème avec l'État. Mais ça, on va attendre la contribution de Bokar pour pouvoir voir sur quoi on va se séparer après cette discussion-là. Donc, Bokar, merci beaucoup, Madame Blasco, merci pour votre éclairage. Et Bokar,